Eh bien, bonsoir à tous. Tout d'abord, nous tenons, Frédéric et moi-même, à vous remercier pour votre soutien à tout point de vue, votre soutien financier, votre soutien par mail. Et ce soir, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, on voudrait aussi remercier tous ceux qui viennent nous soutenir ici et qui sont de l'équipe technique et qui participent aux éclairages, à la caméra et à tout le processus et qui sont vraiment des habitués et qui, grâce auxquels eh bien, tout ceci peut avoir dans de bonnes conditions. Commençons donc cette troisième conférence du cycle annuel. Pour commencer, rappelons que ces conférences sont faites en fonction des énergies du zodiaque présentes chaque mois. Cette succession est un véritable fil conducteur d'évolution qui met à notre disposition des énergies conscience. On insiste bien là-dessus, des énergies conscience, et pas que des énergies toutes seules, et qui ont un double effet. Soit elles nous manipulent à notre insu, et nos comportements en portent généralement la marque, quelles que soient nos affinités astrologiques. Soit nous réalisons que ce sont des outils à notre disposition et que nous apprenons à les utiliser au mieux. Ce sont donc les deux possibilités que nous avons. Ainsi, à l'arrière-plan de tous les thèmes que nous traitons année après année, vous pouvez trouver chaque mois en filigrane les qualités, les caractéristiques de ces énergies. Elles sont chaque fois l'occasion d'un travail à faire pendant le mois. Car il est important que les enseignements aient un côté pratique et puissent réellement aboutir à chaque fois à une mise en œuvre. La saison d'hiver est une période de préparation aux énergies fondamentales que nous recevrons au moment du printemps. C'est pourquoi les 3 premières conférences posent les bases de ce qui sera développé tout le reste de l'année. Nous allons donc terminer l'hiver avec le 3e signe de la saison. En général, le premier signe d'une saison propose un travail qui est plus centré sur l'aspect mental. Il nous propose une idée et il met en évidence une impulsion. Le 2e signe de la saison nous présente des énergies d'application de l'idée, des énergies transformatrices, aptes à bousculer notre plan émotionnel. Quant au 3e signe d'une saison, il projette sur le plan physique tout ce qui a pu être travaillé lors des 2 premiers temps. C'est le moment de la mise en œuvre au quotidien. C'est le moment où si nous avons été sensibles aux 2 énergies précédentes et si nous les avons mises à profit, nous pouvons le montrer efficacement dans le 3e temps de la saison. Par exemple, après avoir vu avec le premier temps Capricorne comment chérir le monde avec l'art du vivre ensemble, nous avons vu dans un 2e temps relié au Verseau que l'amour rend libre et que c'est par lui que nous avons à servir la vie. Le 3e temps en rapport avec les énergies poissons va nous demander d'entrer dans la mise en œuvre des 2 thèmes que nous avons abordés depuis 2 mois et d'en percevoir donc les implications et les conséquences sur notre vie. Naturellement, nous allons retrouver le problème de la dualité, d'où la question de ce soir, mais quel poisson pilote ? Cette question fait directement allusion au signe des poissons représentés par 2 poissons attachés l'un à l'autre. Je vous les dessine. Voilà. Nous avons donc un poisson représenté avec la tête tournée vers le bas et qui descend. Et nous avons un poisson représenté avec la tête en haut et qui monte. Et ils sont reliés l'un à l'autre pour montrer que c'est absolument indissociable. Le poisson de gauche qui descend symbolise la personnalité. Le poisson de droite symbolise le monde de l'âme. Donc âme et personnalité, on montre bien qu'on ne peut absolument pas les séparer. Il n'est pas question de couper justement ce lien. Et puis ça montre aussi d'autres choses. Ça montre un thème que nous connaissons bien, qui est le thème de l'involution et de l'évolution. Ça veut dire que nous commençons par descendre et qu'ensuite nous allons remonter. Ce qui est intéressant, c'est que si nous ouvrons ce schéma, vous voyez, si on ouvre ces poissons comme si, voilà, on les mettait comme ceci, on va retrouver notre courbe d'involution et d'évolution. Vous voyez, nous allons avoir le poisson qui descend, on va l'avoir là, et puis le poisson qui monte, on va l'avoir ici. Et donc finalement, on retrouve cette courbe d'involution qui fait que nous sommes partis, nous, humanité, donc depuis la monade, depuis donc l'esprit que nous sommes fondamentalement, pour descendre progressivement, pour construire une personnalité efficace sur le plan physique, et ensuite nous remontons le tout, nous remontons la matière, nous sauvons la matière, donc vers le point de monade, le point d'esprit que nous étions, donc que nous sommes toujours à l'origine. Voilà donc quel est le symbole de ces poissons. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans ce processus-là, on a toute une histoire
Et c'est une histoire que même Jésus a racontée avec la fameuse parabole du fils prodigue. Donc peut-être pour ceux qui ne la connaissent pas, je la dis simplement en trois mots. Jésus nous présente la ferme d'un riche propriétaire, et il a deux fils. Il en a un qui reste à la ferme et qui bosse, le fils aîné, et le fils cadet, qui lui a décidé de partir. Il en a marre et il décide finalement d'aller faire sa vie. Il demande à son père de lui donner sa part d'héritage et il va aller faire sa vie. Et on raconte qu'effectivement, il va faire sa vie, il va dans la société, il va dans le monde, il dépense sans compter, il vit tous les plaisirs que l'on peut imaginer que lui donne l'argent et tout va bien. Jusqu'au moment où il n'a plus d'argent. Alors là, quand il n'a plus d'argent, c'est effectivement là que les problèmes commencent et qu'il se demande ce qu'il va faire. Alors il essaie bien d'avoir du travail et puis d'essayer de subvenir à ses besoins, mais malheureusement, il y a une grande disette dans la région où il se trouve et du coup, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien, la nourriture est rare. Et finalement, le seul boulot qu'il trouve, c'est de garder les cochons. Et encore, on ne lui donne pas du tout à manger, il doit partager sa nourriture donc avec les cochons. C'est-à-dire qu'il est vraiment extraordinairement descendu très bas. On ne peut pas imaginer qu'il est descendu plus bas. Alors à un moment donné, après avoir vécu tout ça, il dit mais c'est pas possible. J'ai mon père, même si je lui demande de me traiter comme un serviteur, je serais 10 fois mieux traité. Donc je vais revenir chez mon père. Et donc il reprend la route et il rentre chez son père. Et là, son père qui le voit arriver de loin se précipite devant lui. Et lui, quand il se trouve face à son père, il se met à ses genoux en disant « Mon père, pardonne-moi, vraiment, je ne sais pas bien ce que j'ai fait, c'est épouvantable, mais pourras-tu jamais me pardonner? Mais donne-moi une place d'esclave ou de serviteur, et ça m'ira très bien. » Et le père, qui le relève aussitôt, dit « Mais arrête, ça suffit comme ça. » Et il le fait laver, à mon avis, c'est pas dit, mais je crois bien, et puis habillé de blanc, parce que pour montrer que tout va bien. Et il organise une grande fête, et ce qui va faire que finalement, on fête le retour du fils prodigue. Bien. Quel était l'enseignement qui a été donné par les églises donc, par rapport à cette parabole? Eh bien, c'est un enseignement qui montrait tout simplement que nous, humanité, nous sommes descendus bien bas, nous sommes bien descendus dans le péché, on est descendus vraiment au niveau des cochons, mais que peu importe l'ampleur et l'amplitude des péchés que nous pouvons commettre, le jour où nous décidons de revenir vers le Père, eh bien qu'on se jette à ses genoux et qu'on dit « Mon Père, Dieu, pardonnez-nous parce que nous avons péché », celui-ci, dans sa grande bonté, nous pardonne. Ça, c'est vraiment une interprétation très particulière qui avait peut-être son utilité à une époque pour faire comprendre la notion de péché. Mais si on retrouve le texte originel, c'est pas du tout ça. À aucun moment, le Père ne pardonne. Ce n'est un mot qui n'est absolument pas prononcé. Au contraire, il fait relever immédiatement son fils, il le fait habiller de blanc, il fait la fête. Il n'y a pas eu faute. Il ne pardonne pas. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Il ne pardonne pas parce qu'il n'y a pas à pardonner, parce qu'il n'y a pas eu faute. Ça veut dire que l'involution dans laquelle nous, humanité, nous sommes descendus, et qui fait que nous étions au départ des esprits, puis nous sommes toujours des esprits et des âmes, et qu'on est descendu pour arriver à construire cette personnalité, il a fallu effectivement la construire, et tel que nous sommes actuellement, on se donne, nous aussi, à tous les plaisirs de la terre, à tout ce qu'on peut imaginer, etc. Et on est très très loin même du Père, même on nie complètement l'existence. L'âme, des foutaises, Dieu, ça n'a jamais existé. Donc on est complètement descendu dans ce monde-là. Et on n'a pas manqué de nous dire, péché, athéisme, renoncement, vous êtes loin de Dieu. Mais pas du tout. Ce que nous disent les poissons et ce que nous dit cette courbe d'involution et d'évolution, c'est-à-dire ça fait partie du chemin spirituel d'être descendu. Il n'y a pas un chemin qui serait spirituel, l'évolution, et un chemin qui serait matérialiste, donc l'involution. Pas du tout. Il n'y a qu'un seul chemin spirituel qui se développe en deux temps, un moment d'involution et un moment d'évolution. Les deux poissons sont importants, ils sont reliés complètement l'un à l'autre et on ne peut pas raconter l'histoire de l'un sans l'autre. Donc lorsque nous revenons, nous, à la maison du Père, c'est toute l'histoire de l'évolution, quand nous cherchons à revenir vers l'âme que nous sommes, vers l'esprit que nous sommes, eh bien c'est vraiment la suite de l'histoire. Mais c'est pas mieux ou moins bien que ce qu'il y avait. Tout ça, c'est un tout, c'est un ensemble. Il n'y a pas de bon chemin ou de mauvais chemin. Ça, c'est vraiment important de voir que les deux sont indispensables, mais en temps utiles. Alors à partir de là, on pourrait se demander, mais quel problème de dualité représentent ces deux poissons ? Ça dépend quand. En involution, tant qu'on est en train de se construire et de descendre dans le monde de la forme, il n'y a pas de dualité. Tout est simple, on est comme on est.
Il faut construire le moi en descendant de plus en plus dans la matière. La voie, elle est toute tracée et on ne ressent pas en nous-mêmes une petite voix qui nous dit mais je voudrais peut-être faire autre chose. Ah non, non, c'est clair. Voilà. On descend tranquillement. Ah, il n'y a pas de dualité. Par contre, lorsqu'on est plus avancé dans l'évolution, il n'y a plus de problème de dualité. Là aussi, la voie s'ouvre devant nous et on sait très bien de quoi il en est question. Mais entre les deux, c'est bien là le problème. Vous voyez, il faudrait presque dessiner ces deux voies, ces deux poissons, de cette manière-là, en montrant que là, nous avons une zone dans laquelle on n'est plus complètement en train de descendre, on n'est pas encore complètement en train de remonter, et là, il y a véritablement une dualité entre ces deux mondes. Donc c'est vraiment là que c'est important de voir que là, oui, on a une zone intermédiaire dans laquelle il va y avoir effectivement un problème. Il y a un fondu enchaîné, donc qui amène de l'un à l'autre, et où on vit finalement les deux attitudes en même temps. Et même si consciemment, à un moment donné, vraiment dans l'évolution, on choisit constamment ces valeurs de l'évolution, on choisit vraiment les valeurs de l'âme, on entretient bien encore dans notre quotidien les valeurs de la personnalité, les valeurs de l'involution. Et donc ce passage amène beaucoup de confusions dans lesquelles on peut se perdre. Les principes qui consistent à chérir le monde et à servir la vie, notre thème annuel, peuvent être compris, mais ils ne parviennent pas à fonctionner dans le brouillard dans lequel on se trouve dans ce passage-là. C'est pour ça que l'énergie poisson va nous demander trois choses. Il va falloir y voir clair, il va falloir choisir et il va falloir s'engager. Ce sont les trois points que nous allons voir justement ce soir. Tout d'abord, il faut y voir clair. C'est vrai qu'on a l'habitude de comprendre le monde qui nous entoure à partir de ce que nous sommes, c'est-à-dire à partir de la personnalité. Et naturellement, nous faisons exactement la même chose avec l'âme, que nous allons chercher à comprendre d'une manière très anthropocentrique. Donc la manière dont on l'envisage, dont nous la comprenons, et à partir de quoi nous croyons la vivre, est totalement empreinte de développement personnel. On envisage généralement l'âme dans le prolongement de notre épanouissement individuel. Et on ne se rend pas compte à quel point il y a un saut, il y a une bascule, il y a un changement de paradigme d'un monde de conscience à l'autre. Je vous propose une petite histoire, encore une fois, pour illustrer ce passage. Nous allons rentrer profondément dans une grotte souterraine. Et au sein de cette grande grotte souterraine, nous découvrons des stalagmites en formation. Alors, il y a plusieurs stalagmites, ils sont de tailles tout à fait différentes, voilà, comme ça. Et puis nous allons en suivre un plus particulièrement à travers des années. Et nous découvrons finalement que cette stalagmite, eh bien, progressivement, elle grimpe, elle monte, elle prend de plus en plus d'importance. Toute ressemblance avec la construction d'un être humain ne serait pas du tout fortuite. Elle va construire d'abord complètement son corps physique, phase par phase. Je ne vais pas toutes les faire, mais voyez, on voit comment physiquement, voilà, elle se construit de plus en plus, notre stalagmite. Bien. Et puis elle va construire son corps émotionnel, et puis son corps mental, donc elle grandit. Elle va devenir presque, on va dire, à un moment donné, avec sa personnalité, une stalagmite adulte. Et elle ressent que c'est une stalagmite adulte et qu'elle s'est bien construite par rapport au plus petit, par exemple, et que voilà, tout va bien, et que maintenant, elle est parfaitement consciente d'elle-même. C'est alors qu'à ce moment-là, quelque chose la titille, comme un doute, comme quelque chose qui est en elle et qui dit, mais et alors? T'es construit? Oui, et alors? On fait quoi maintenant? Et c'est là qu'elle commence à ressentir quelque chose qui serait d'un autre ordre. Que peut-être quand elle lit, quand elle entend des choses, on parlerait de l'âme, que finalement il y aurait un côté encore supérieur en nous qui serait justement ce monde de l'âme. Alors elle commence à s'intéresser à ce monde de l'âme. Et à un moment donné, ça va l'amener à monter les yeux vers le ciel, ce qu'elle n'avait jamais fait, et à sa grande surprise, elle va découvrir une stalactite. Et elle se dit, qu'est-ce que c'est que ça? De quoi est-il question? Est-ce que c'est l'âme? Est-ce que véritablement il y a quelque chose de ça? C'est vrai que cette âme, moi je l'imaginais un petit peu au-dessus de moi. Peut-être que l'âme, je l'imaginais, mon âme, je l'imaginais un petit peu dans cette zone-là, un petit peu au-dessus. Puis mais voilà, comme un point qui m'appartient, qui est en rapport avec moi. Et d'un seul coup, je découvre cette stalactite. Et je demande à la stalactite ce qu'elle est. Elle dit oui, effectivement, je représente ton âme. Je représente ton être essentiel, ce que tu es fondamentalement. Qu'est-ce que tu fais là? Comment est-ce que tu t'es construit? C'est moi qui t'ai donné naissance? Non. Là, tu te trompes. C'est l'inverse.
c'est moi qui t'ai donné naissance. Alors la stalagmite dit, attends, tu vas quand même pas dire que je me suis pas construit toute seule. C'est pas moi en grandissant qui me suis bâti. Ah non, pas du tout. Non, non, c'est moi qui suis vecteur de l'eau de vie fondamentale. Et cette eau qui goûte à travers moi, c'est elle qui t'a construit progressivement. C'est dans le sens. Tu t'es construit du haut vers le bas. Bien que de toi, de ton expérience, tu as eu l'impression de te construire du bas vers le haut. Mais ça, c'est une impression. En fait, tu es construit vraiment par ce que je suis. Tu es construit par la stalactite, par l'eau qui coule à travers elle. Bon. Alors, déjà, c'est un choc pour la stalagmite qui s'aperçoit que d'un seul coup, c'est pas du tout l'histoire telle qu'elle l'avait imaginée. Et qui se dit, mais on est quand même bien séparés. Moi, je pensais que mon âme, c'était quelque chose qui m'appartenait, qui était en rapport avec moi. Alors peut-être que tu es mon âme, mais comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on est quand même séparés l'un de l'autre. Et la stalactite répond, oui et non. D'abord, il y a une chose à remettre à l'endroit. Je ne suis pas ton âme. C'est toi qui es ma personnalité. C'est toi qui es mon corps d'expression. Il faut inverser les choses. Moi, je suis l'essence et toi, tu vas être l'aspect existence. Donc, je ne t'appartiens pas en tant qu'âme. Bon, mais on est séparés quand même. Oui, pour l'instant, on va dire qu'en conscience, effectivement, il y a quelque chose qui nous sépare. Tu n'arrives pas encore, avec ta conscience, à devenir ce que je suis. Mais donc, on forme deux. Il y a bel et bien une dualité. Ah non, non. C'est parce que tu n'es pas encore capable de voir l'aura. En réalité, nous sommes un même corps subtil qu'on appelle l'aura. Et finalement, l'être que nous sommes, il est simplement composé de deux aspects. Un aspect supérieur, la stalactite, l'âme que je suis, qui occupe le sommet de l'aura, et puis l'aspect inférieur, la stalagmite, qui occupe le bas de l'aura. Et pour l'instant, tu as l'impression d'une dualité, mais fondamentalement, nous sommes deux aspects. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que tu rejoignes l'aspect supérieur. Il faut qu'en conscience, à un moment donné, tu fasses le passage de la conscience où tu es ici. Là, tu es au maximum, là, tu es tout en haut de ton aspect stalagmite. Il faut que tu fasses le saut et que tu rejoignes ici, donc la conscience essentielle que tu es. Que tu quittes ta conscience existentielle pour rentrer donc dans la conscience essentielle. Oui, mais on fait comment? Il y a un espace. C'est pas en continu. Moi, j'ai toujours cru que l'âme, c'était quelque chose que j'atteignais à force de monter, je monte, touc, je touche l'âme. Une espèce de continuité dans l'histoire du développement. Là, il y a un saut. Eh oui, il y a un saut. Ah oui, ça, c'est la surprise. Là, c'est vrai que tous les gens qui s'attendent à ce qu'il puisse que l'âme soit dans la continuité logique, quand ils découvrent qu'il y a un saut, ça, c'est effectivement une surprise. Oui, ça veut dire qu'il faut que tu lâches là où tu es. Et qu'à un moment donné, tu deviennes l'autre aspect de conscience. Oui, mais c'est difficile parce que tu es à l'envers en plus. Ah, excuse-moi, là j'ai encore rectifié, c'est toi qui es à l'envers. Moi, ici, du point de vue fondamental, je suis à l'endroit. C'est toi qui es mon reflet. Et comme tout reflet, c'est effectivement l'inverse. C'est inversé, c'est exactement comme dans un miroir. Et les valeurs aussi sont inversées. Moi, ici, en tant que stalactite, je reçois toute l'eau qui est partout au niveau de la voûte. Et toute cette eau, elle nourrit plein de stalactites qui donneront naissance à des stalagmites. Et tous ensemble, nous formons un ensemble complètement nourri par cette eau de vie qui est tout, qui est tous. Et là, nous sommes véritablement dans les valeurs de la globalité, dans les valeurs de l'ensemble. Alors que toi, tu es dans les valeurs du particulier. Et d'ailleurs, ta réaction le montre. Tu te croyais toute seule, individuelle, stalagmite, et tu n'avais pas du tout perçu l'ensemble. Donc il faut maintenant que tu réinverses complètement tes valeurs. Donc ça veut dire que non seulement il y a un saut, non seulement il y a un lâcher-prise, mais en plus effectivement il faut que tu réalises que toutes tes valeurs individuelles, il va falloir que tu les lâches pour entrer dans une valeur beaucoup plus globale. Bon, dit la stalagmite, et tout ça pourquoi? Enfin ça aboutit à quoi? À notre union, à un moment donné, piloté par le haut, quand tu auras fait ton transfert ici, progressivement, nous allons nous unir, nous allons nous rejoindre et nous formerons une colonne à travers laquelle toute l'eau de vie pourra passer du haut vers le bas. Voilà l'histoire de la stalagmite et du stalactite. Bon, simplement cette histoire pour vous faire comprendre combien nous on imagine, quand on croit effectivement le monde de l'âme, on imagine l'âme exactement comme j'ai fait parler la stalagmite, comme quelque chose qui est dans la continuité, comme quelque chose qui nous appartient, comme quelque chose qu'on va obtenir, comme quelque chose qui éventuellement est notre reflet, comme quelque chose qui est un super moi que je vais réussir à atteindre.
Pas du tout. C'est un saut de valeur, c'est un changement de valeur complet. Et c'est pour ça, justement, qu'on ressent de la difficulté. Si c'était dans le prolongement de nous-mêmes, on y serait certainement tous depuis longtemps. Un petit effort supplémentaire, on y serait. Mais c'est justement ce saut et cette inversion des valeurs qui nous pose justement problème. L'âme n'est pas un prolongement de nous et ça n'est pas quelque chose qu'on a. C'est quelque chose que nous sommes. Et vous voyez, ça, si ce n'est pas perçu clairement, eh bien ça amène des mélanges, ça amène des confusions, ça amène des illusions. Parce que nous croyons être dans le vécu de notre âme, alors que la plupart du temps, nous ne sommes que dans notre vision idéaliste de l'âme, dans notre projection de ce que nous imaginons être l'âme. Et puis, une fois que c'est clair, une fois qu'on s'est habitué à ça et qu'on a bien compris un petit peu le processus, donc mentalement on pourrait dire tout va bien, encore faut-il que ça le soit dans notre vécu quotidien. Et là, il y a quelque chose de très important qui est sous-jacent à notre capacité de pouvoir chérir le monde et de servir la vie, c'est la motivation. Ah, la motivation. Ça, c'est un sacré problème qui va révéler complètement combien il est difficile pour nous dans le quotidien d'arriver à unir justement ces deux aspects. Quand nous faisons une démarche vers l'âme, quelle est notre motivation profonde? Est-ce que c'est une démarche personnelle qui répond à un but spirituel et individuel? Ou bien à un désir de progression, à une volonté d'améliorer sa vie, à la mise en œuvre d'une croyance, à un acte d'obéissance, à un enseignement, ou par besoin d'harmonie, toutes des motivations personnelles. Ou bien est-ce que nous sommes motivés par le fait qu'on attend de moins en moins de choses de la personnalité, parce qu'on a découvert intimement que le moi n'est pas du tout la solution du monde, c'est le problème du monde. Et qu'il faut être prêt à renoncer à sa suprématie pour trouver véritablement l'amour-unité. Quand nous faisons quelque chose pour les autres, pour la société, quelle est réellement notre motivation? Est-ce que c'est une manière d'exister, de se développer personnellement? Ou faisons-nous les choses d'une manière désintéressée en tant que partie d'ensemble pour l'ensemble? Quelles sont les motivations de nos relations avec les autres? Est-ce un intérêt purement personnel? Ou sommes-nous motivés par la volonté de créer des relations justes, sachant que même si on n'y parvient pas ou mal, l'important c'est la motivation et de le vouloir. Si nous pensons faire des choses importantes pour le monde, quelles en sont les motivations? Le besoin de rayonner, d'être reconnu, d'être célèbre, ou une véritable empathie pour le monde? Qu'est-ce qui motive nos pensées au quotidien? Quel est le motif sous-jacent à la façon dont nous interprétons les événements du monde? Nos idéaux, nos croyances, nos opinions? Ou une vision globale désintéressée? Comme vous le voyez, on peut très bien penser que nous pouvons chérir le monde et que nous pouvons servir la vie, mais le motif est-il d'ordre personnel ou collectif? Nous retrouvons là le brouillard un petit peu dont nous pouvions parler. En effet, il n'est pas simple de répondre à ces questions. D'abord parce que c'est une chose que nous allons rarement voir en nous. Ce n'est pas le genre de questions qu'on se pose tous les jours. Et quand nous sommes confrontés à ces questions, nous avons tendance à y répondre rapidement, en minimisant la part d'inconscient, et en pensant que nous sommes en fait pleins de bonne volonté, et puis que ça suffit comme réponse. Ensuite, c'est pas facile d'y répondre, tout simplement parce que c'est pas noir ou blanc. On ne peut pas dire c'est telle chose ou c'est telle chose. Si, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on est en pleine involution, c'est très clairement des motivations matérielles, point barre. Quand on est en évolution, c'est clairement des motivations d'amour. Mais nous, c'est cette zone intermédiaire qui nous intéresse. Et là, on ne peut pas dire c'est noir ou blanc. C'est effectivement un mélange entre les deux aspects. Et donc, c'est vrai que si cette motivation simple n'existe que dans l'involution complète ou dans l'évolution, et là où on en est, nous, entre les deux, il y a un véritable imbroglio. Et c'est la raison pour laquelle il est recommandé dans beaucoup d'enseignements de faire chaque soir le point sur sa journée pour revoir ce que nous avons fait, pour revoir les relations que nous avons eues, pour voir ce que nous avons pensé en l'examinant sous l'angle des motivations. C'est ça qui est le plus important.
C'est pas se faire un examen du soir pour voir si on a péché ou pas, comme quelquefois on avait l'habitude de le faire, simplement pour voir quelles ont été véritablement les motivations et essayer de dénouer, essayer de percevoir la part d'égoïsme et la part justement d'altruisme qu'il peut y avoir dans les motivations de ce que j'ai pu faire dans la journée. De manière à en prendre conscience et de manière à chercher à modifier notre comportement donc du lendemain dans le sens que nous souhaitons. L'importance d'ailleurs donnée à ce travail est une indication sur la difficulté à veiller constamment aux motivations. En effet, ce qui est important, ce n'est pas tant ce que nous faisons, mais pourquoi nous le faisons. Quel est le motif conscient à l'origine de tout ce que nous faisons? Alors c'est important donc à faire le soir, comme je viens de vous le dire, mais c'est aussi pendant le mois des poissons que l'énergie propice nous est offerte pour chercher à y voir clair et à comprendre quel poisson pilote notre vie. C'est pour ça que nous en parlons justement ce soir. En effet, l'énergie poisson, elle nous confronte au rayon 1, à l'énergie du rayon 1, c'est-à-dire à la volonté puissance exprimée par l'âme. Ça nous confronte donc à la vision claire du plan sur Terre et à ce qui doit être. Cette énergie de rayon 1 anime une loi de l'âme très importante qu'on appelle la loi de répulsion, qui peut paraître bizarre par rapport à l'âme. Ce fonctionnement amène l'humanité à comprendre de mieux en mieux sa raison d'être sur Terre, à pénétrer de plus en plus cette raison d'être sur Terre et à entrer dans la mise en œuvre de ce plan d'amour. Et plus nous y voyons clair, plus nous affirmons en nous, intérieurement, ce plan, et plus ce qui n'a plus du tout lieu d'être, tout ce qui nous encombre, tout ce qui gêne cette évolution, est repoussé à l'arrière-plan. Loi de répulsion. Voilà pourquoi le résultat de la vision claire, au fur et à mesure qu'elle s'opère, et de la justesse de la motivation, c'est une épuration. C'est un des premiers résultats donc de ce travail que l'on a à faire en poisson. Plus on y voit clair, plus on arrive à mettre de l'ordre dans nos motivations, et plus finalement ça épure tout ce qui n'a plus lieu d'être. Mais est-ce qu'on profite toujours, tous les ans, du temps des poissons pour pouvoir faire cette clarification et ce genre d'ajustement? Non, car il faut savoir d'une manière générale que chaque fois qu'un signe astrologique propose une énergie fondamentale, la personnalité a tendance à inverser le processus, l'effet miroir qu'on a vu avec la stalagmite, et à générer le défaut de la qualité. Par exemple, dans ce que nous avons déjà vu, la rigidité structurelle au lieu de la responsabilité souple dans le Capricorne. Se servir soi-même et se servir des autres au lieu du service pour l'ensemble dans le Verseau. Dans ce même ordre d'idées, l'énergie poisson, interprétée par la personnalité, peut être l'occasion, au lieu de la vision claire, d'entretenir un flou artistique sur nos motivations, parce que cela nous dérangerait beaucoup trop. Dès lors, chouette, il n'y a pas d'épuration, on conserve tout, mais ça aboutit très rapidement à un encombrement de l'aide de tous les vieux trucs qu'on est amené à stocker. Alors, c'est notre choix, à la suite de notre vision, de notre capacité de voir les choses. Encore une fois, précisons bien que le problème, ce n'est pas du tout d'avoir des motivations contraires, celles qui viennent à la fois de la personnalité et celles qui viennent de l'âme. Ça, c'est tout à fait normal dans cette zone de passage. Non, le problème, c'est de refuser d'éclairer cela avec un mental lumineux et de préférer une appréciation émotionnelle vague qui nous satisfait, mais qui empêche complètement toute progression véritable. Alors ce travail sur les motivations, ça illustre bien la difficulté d'y voir clair dans cette période de passage du 4e au 5e règne de la nature, c'est-à-dire du monde de la personnalité vers celui de l'âme. Le 4e règne, c'est celui qu'on appelle le monde de l'humain dans sa personnalité, et le 5e règne de la nature, c'est le monde de l'âme. Et vous savez que chaque règne de la nature se perçoit à travers un état de conscience. Donc c'est vraiment le 4e règne, l'état de conscience individuel. Le 5e règne, c'est l'état de conscience de groupe, conscience d'ensemble. Donc c'est un travail continuel qui nous permet d'éviter les pièges, qui va nous permettre d'éviter de se raconter des histoires et d'avancer tout doucement vers une motivation de plus en plus juste. Mais chaque fois que nous progressons, chaque fois que nous faisons naturellement une vision plus claire, ça va entraîner des choix. D'où notre deuxième point, choisir. En effet, il va falloir choisir entre la logique de la stalagmite et la logique de la stalactite. Oh, bien sûr, nous pourrions dire qu'en conscience, les uns et les autres,
Bon, on a déjà fait ce choix depuis longtemps, hein, sinon on ne serait pas là à la conférence ce soir. Donc nous avons déjà fait ce choix de la stalactite. Mais la difficulté, c'est pas de l'avoir fait intellectuellement ou en conscience, c'est de maintenir ce choix au quotidien à travers tout ce que nous faisons. Nous venons de le voir avec la motivation. Et c'est là où chaque année, les poissons nous demandent d'y voir toujours un peu plus clair pour choisir d'autres manières d'être au quotidien. C'est le choix constant entre le point de vue de la conscience individuelle ou le point de vue de la conscience d'ensemble. Mais une chose est certaine, on ne peut absolument pas faire les deux en même temps, comme en rêverait le poisson inférieur qui aimerait bien tout concilier. On ne peut pas faire les deux en même temps. On nous a bien dit dans les enseignements que l'évolution était un escalier et que pour pouvoir gravir la marche suivante, il fallait abandonner la marche précédente. Sinon, à un moment donné, si on laisse une jambe sur la marche, on se retrouve vraiment en mauvaise posture. Donc on sait qu'il faut abandonner une marche pour grandir et aller vers la suivante. Mais il n'y a rien à faire. Dans la pratique, on préfère de beaucoup l'image, beaucoup plus moderne d'ailleurs, de l'escalator. C'est génial l'escalator. On prend une marche en bas et c'est la même marche qui nous monte et qui nous conduit jusqu'en haut sans avoir à abandonner quoi que ce soit. Ah, c'est super, c'est le rêve. Mais non, là, désolé, ça marche très bien pour les escalators, mais pour l'évolution, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc ça ne marche pas comme ça. Pour pouvoir fonctionner en amour et en service, il est donc vraiment indispensable de se libérer d'un certain nombre d'entraves qui nous retiennent en arrière. Par exemple, autant une combinaison, un masque, des palmes, un stabilisateur, des bouteilles d'air et une ceinture de plomb sont vraiment indispensables pour pouvoir visiter les fonds sous-marins. Autant, il faut mieux s'en débarrasser dès que vous voulez faire de l'escalade ou du parapente. Il faut bien réaliser qu'on ne monte pas avec les mêmes moyens qui nous ont aidés à descendre. Or, si on examine bien nos motivations lorsqu'elles sont personnelles, on se rend compte qu'effectivement, toutes ces motivations, elles sont totalement émotionnelles. Elles sont dues au fonctionnement du corps émotionnel. Et donc, ce corps émotionnel, c'est lui, tout le matériel de plongée dont il va falloir se délester si nous voulons pouvoir monter. C'est ça dont il va falloir se séparer. Mais, si l'énergie poisson nous propose une vision claire suivie d'une épuration, comme je vous le disais, le défaut de la qualité incite au contraire à tout garder, à ne rien jeter, d'où la question souvent posée, mais pourquoi vouloir à tout prix se libérer de l'émotionnel ? En effet, ne dit-on pas que le désir est un puissant moteur dont on ne peut se passer ? Et les émotions, c'est important, elles nous permettent de ressentir de plus en plus ce qui se passe dans le monde, dans la nature, et de vibrer, et de réagir par rapport à cela. Et puis le corps émotionnel, c'est aussi les idéaux, et on en a besoin des idéaux pour pouvoir progresser vers les sphères supérieures. Certes, le corps émotionnel est tout à fait utile. C'est lui qui nous construit pendant toutes nos vies involutives. Et c'est en effet, c'est grâce au désir dont il est porteur que nous avons pu acquérir tout ce qui nous est nécessaire pour pouvoir vivre maintenant. Il a forgé l'ego par l'égoïsme, qui est à ce moment-là une qualité. Et c'est actuellement le puissant poisson qui nous pilote. Pour l'instant, on en est là. Il est donc tout à fait utile, ce corps émotionnel. Il est même indispensable pour toutes ces raisons, pendant toute la construction de la personnalité et pendant tout le temps de l'involution. Pas de problème, on ne le remet pas en question. Mais dès que nous allons chercher à chérir le monde et à vouloir servir la vie, il va nous handicaper. Il va être un boulet qui nous retient dans le moi. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout ce qui est émotionnel est personnel. Ça, c'est quelque chose que quelquefois on ignore. Qu'il s'agisse de désirs, d'émotions, d'idéaux, tout ce qui est émotionnel est toujours centré sur le moi, même si c'est plein de bonne volonté, même si ça va dans une direction altruiste, même si c'est pour les autres. La motivation inconsciente est toujours personnelle. Il n'y a pas d'amour dans la stalagmite. Il n'y a que de l'émotionnel. Il n'y a que de l'envie d'aimer. Alors on pense parfois que pour s'en sortir, quand on se sent bien pris là-dedans, on a heureusement la possibilité de pratiquer différentes thérapies émotionnelles. Mais attention, là il y a malentendu. C'est vrai que par ces thérapies, il est tout à fait possible de se libérer de nœuds, de traumatismes qui encombrent notre inconscient et nous obligent à agir de telle ou telle manière, à l'insu de notre plein gré, selon la formule consacrée.
Mais si ça nous libère effectivement d'un poids, ça ne nous libère pas de l'émotionnel en tant que tel. En fait, on fait que substituer un émotionnel heureux, harmonieux, à un émotionnel douloureux. Ça ne nous libère pas du processus même de l'émotionnel qui continue d'être là et qui mène toujours notre vie d'une manière personnelle, plus agréable et plus sympathique, mais toujours personnelle. C'est toujours le poisson qui descend qui pilote. Je suis devenu une stalagmite heureuse et libérée de ces maux, mais toujours une stalagmite. Alors, ça sert à rien, ça ne fait pas avancer les choses. Ah si, au contraire, ah non, il ne faut pas dire ça. Si, ça fait avancer les choses, et ça fait même avancer beaucoup. Parce que ça n'est que lorsque notre corps émotionnel se perçoit comme heureux, que nous arrivons à en percevoir les limites et une certaine satiété. Le bonheur, le bien-être, est un passage obligé pour pouvoir arrêter de désirer et à passer du moi au nous. Un émotionnel qui n'a jamais connu le bonheur ne cesse de se plaindre, de réclamer, et finalement oblige la personne à rester complètement centrée sur elle-même. Et donc, c'est là où les thérapies peuvent être vraiment intéressantes parce qu'elles peuvent nous aider à passer à un moment donné à une certaine satisfaction. Et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que quelque chose nous permet d'aller plus loin. Comme si on s'était détaché justement du boulet que j'évoquais plus haut. Si on reste justement centré sur cette insatisfaction, sur cette plainte, si on reste dans l'insatisfaction d'un émotionnel qu'on ne perçoit pas heureux, on peut être tenté aussi de faire une démarche spirituelle, et ça se fait beaucoup, pour échapper à la douleur engendrée par ce monde formel, insatisfaisant. Ça devient une thérapie refuge, qui en fin de compte est une fuite, et ne règle rien du tout. Cette pseudo-spiritualité, en fin de compte, bénéficie alors à la personnalité, ce qui n'est pas vraiment son but. Voilà pourquoi, vous voyez, il faut bien préciser un petit peu toutes ces choses-là, à quoi peuvent servir justement ces thérapies, et combien on ne peut pas envisager de passer à autre chose tant qu'on n'a pas eu une certaine satisfaction. D'où une difficulté à lâcher cet émotionnel. Choisir d'abandonner peu à peu l'émotionnel, c'est une pratique qui est peu aisée. D'abord vis-à-vis des autres. Parce que, comme la société dans sa majorité a fait le choix de développer tous azimuts le plan émotionnel, avec son lot de croissance et de consommation. Il faut que nous nous rendions compte que si nous optons pour l'inverse, c'est un choix qui a des répercussions relationnelles, sociales, politiques et écologiques. Ensuite, c'est peu aisé parce que, comme nous l'avons vu, on ne peut pas combattre l'émotionnel pour l'éliminer, c'est la meilleure façon de le renforcer. En fait, on va progressivement le délaisser au fur et à mesure que nous percevons l'essentiel qui cherche à se dire en nous. Quand la poussée de l'âme et de ses valeurs est suffisante et que nous l'enregistrons même inconsciemment. C'est le moment, quand il y a eu cette poussée de l'âme, c'est le moment où on peut penser cette phrase qui peut surprendre beaucoup de monde. Oui, je suis heureux, et alors? Je suis heureux, oui, et alors? Alors là, il y a quelque chose qui est prêt. Le corps émotionnel va s'amenuiser alors parce que nous le nourrissons de moins en moins. Non pas par répression, mais tout simplement parce qu'on nourrit de plus en plus d'autres valeurs. On nourrit de plus en plus les valeurs d'ensemble, les valeurs impersonnelles. Parce que nous les affirmons puissamment en nous. Ce n'est pas du tout une répression, mais un glissement progressif de certaines valeurs vers d'autres, que nous affirmons de plus en plus, au détriment de celles qui sont de l'émotionnel. Et les deux grandes valeurs qui prennent progressivement la place des attitudes émotionnelles sont le développement du cœur et le développement du mental supérieur. Alors le cœur, nous en avons déjà beaucoup parlé lors des 2 premières conférences, avec le sens fondamental de la solidarité, lors de la première conférence. Et le mois dernier, nous avons indiqué comment développer l'amour en pensant, en sentant et en agissant en tant qu'ensemble, en se percevant, en participant à un projet d'humanité et en favorisant la conscience d'ensemble en toutes circonstances. Quant au mental supérieur, nous verrons cela le mois prochain. Donc, à suivre. Mais déjà, nous avons abordé un petit peu le mental, en particulier là maintenant en voyant combien il faut faire preuve de perspicacité, combien il faut faire preuve d'un mental éclairé pour comprendre la complexité de nos motivations, pour y voir clair sur le point d'évolution où nous en sommes et pour intégrer au quotidien
que si nous voulons faire de la varap, nous ne pouvons pas garder notre équipement de plongée. Ça a l'air bête de le dire comme ça, mais au quotidien, combien de fois nous plaignons-nous qu'on n'arrive pas à s'élever sans penser à changer de tenue? Changer de tenue, c'est changer ce à quoi on tient, c'est changer de priorité pour la donner à l'essentiel et non à l'émotionnel. Alors choisir la voie de l'âme est difficile parce que souvent, beaucoup de choses sont tenaces en nous. Parfois, nous hésitons à choisir fermement les valeurs de l'âme parce que nous sommes effrayés par les incohérences de notre vie. On dit, vu là où j'en suis au niveau émotionnel, c'est même pas la peine que j'essaye. Mais encore une fois, c'est la motivation et l'intention ferme qui sont importantes. Les résultats suivront peu à peu dans cette vie et dans les suivantes. Ne focalisons pas sur l'absence immédiate apparente de résultats. Ne cédons pas au découragement et ne nous appétissons pas sur nos défauts et soi-disant incapacités. Il faut bien commencer sur ce chemin. Tant que notre émotionnel n'est pas rassasié, tant qu'il a encore envie de plein d'expériences, d'aventures, de sensations et d'émotions, c'est vrai que ce ne sera pas facile de le lâcher. Mais si nous commençons à penser qu'on en a fait à peu près le tour, même si on ne dédaigne pas de temps à autre à y céder, alors on est engagé sur la voie de la transmutation. On y est. Dans un premier temps, c'est évident que l'émotionnel est toujours présent, mais ce n'est plus lui qui pilote notre vie, du moins en ce qui concerne les choix importants. Donc vous voyez, on ne travaille pas encore une fois sur l'émotionnel en se privant de quoi que ce soit, ce serait de l'inhibition. Et beaucoup ont tenté et tentent quelquefois encore cette voie, mais elle ne mène qu'à la maladie et à un retour encore plus fort, un retour boomerang de l'émotionnel. Donc, comme nous l'avons vu, il n'y a pas de privation mais substitution progressive des valeurs. Les valeurs de l'émotionnel font de moins en moins envie face aux valeurs de l'âme et à peu notre quotidien s'en trouve changé. Quand on commence à vivre ça, quand on réalise que c'est quelque chose qui est en train de se vivre dans notre quotidien, c'est là qu'on réalise que ça y est, en fait, on a choisi. Ça y est, on est sur le chemin de la transmutation. Il faut simplement réaliser ce choix et réaliser ce qu'il implique et décider de le poursuivre avec attention chaque jour. Mais il est là. Il est juste nécessaire de réaffirmer chaque jour les valeurs du cœur et de la lumière. Et alors, de la même manière que la lumière du soleil finit par chasser les brouillards du matin, la lumière des valeurs de l'âme finit par dissiper les brouillards de l'émotionnel. C'est inutile de forcer, de se forcer. C'est inutile de vouloir aller plus vite, parce que l'intellect nous dit que c'est la bonne voie. Il faut s'écouter et le vivre de l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que très naturellement intervient notre troisième point. Après avoir la vision claire et faire des choix, eh bien nous allons nous engager. S'engager, c'est vrai, souvent, ça fait peur. Ça fait peur parce que nous confondons l'engagement avec l'obligation de réussite rapide. S'engager sur le chemin de l'âme, c'est sûr, ça ne va pas bouleverser notre vie du jour au lendemain comme un coup de baguette magique. Nous sommes sur le chemin qui y mène, comme nous venons de le dire, et cela prendra le temps nécessaire. Nous pouvons être lièvres ou tortues, mais l'important c'est que les deux, de toute façon, arrivent au but. Nous avons simplement à affirmer notre choix en s'engageant fermement sur ce chemin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté, qu'il n'y aura pas de doute, de tentation de rebrousser chemin, mais il est intéressant de savoir qu'on ne régresse jamais sur le chemin de l'évolution. Il peut y avoir des haltes plus ou moins longues, mais nous allons toujours de l'avant. S'engager, simplement, ce n'est plus se contenter de voir et de choisir certaines valeurs, mais c'est devenir le témoin d'application de ces valeurs. Il ne faut pas se contenter de parler de mutation, il faut la vivre, l'affirmer, encore une fois, et devenir progressivement des mutants. Extérieurement, quand on devient un mutant, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose qui change de visible, mais notre rayonnement devient tout à fait différent, ainsi que nos intérêts. Par exemple, nous cessons de nous acharner sur le fait de vouloir changer le monde dans ses formes, dans ses structures. En tant que mutants, nous savons que c'est essentiellement un travail de conscience, de longue haleine, donc sur la société et sur le monde. Et de cela, nous devons, nous, être les témoins vivants. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Alors au début de notre engagement, on pourrait dire que nous sommes souvent des passeurs intermittents du 5e règne vers le 4e.
Mais progressivement, nous allons devenir non plus des intermittents, mais des intermutants permanents au sein du quatrième règne, des engagés volontaires pour la terre. Il y a une différence entre les deux. Le passeur intermittent, il amène des éléments du cinquième règne vers le quatrième. Alors que l'intermittent, il s'en trouve transformé. Il se transforme. Il est un échantillon représentatif du monde d'en haut, infiltré dans la manifestation du quatrième règne. Il témoigne en permanence de la vie du cœur, exprimée par le mental supérieur. Et de cette manière-là, le poisson qui monte cherche à piloter donc la vie des humains. Et progressivement, c'est ce poisson qui va réellement piloter notre vie. Alors, prenons un exemple pour montrer à quel point nous allons avoir de plus en plus besoin du mental piloté par le cœur. Ça va être indispensable face à la montée en puissance du mental piloté par l'émotionnel. Il y a de plus en plus donc un mental fort piloté par l'émotionnel. Alors on pourrait dire, c'est pas nouveau, parce que nous avons tous actuellement un mental concret qui est piloté par l'émotionnel. Et que c'est vraiment, il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Non, mais il est intéressant de voir combien ce phénomène s'accentue en ce moment, se généralise et prend de la puissance. Et dans les années qui viennent, un conflit de plus en plus fort va opposer deux manières de penser. Essayons de jeter un petit coup d'œil sur l'histoire des conflits et des guerres, pour voir justement la progression de l'être humain, même dans ce domaine. Pendant des millénaires, les guerres et les conflits ont eu lieu à partir de désirs concernant le plan physique, c'est-à-dire uniquement des désirs de conquête de territoire, de puissance, d'avidité, de richesse, etc. Ça ne concernait que ça. Toutes les guerres et les conflits étaient en rapport avec ça. Et d'ailleurs, c'est aussi valable pour les croisades. Les croisades qui ne furent pas du tout des guerres de religion, mais des opérations politiques de suprématie et de conquête de territoire qui ont donné lieu à des horreurs et qui n'avaient strictement rien d'idéaliste et de religieux. C'est au cours du XXe siècle qu'on a inauguré la première guerre née à partir des idéaux émotionnels. La Deuxième Guerre mondiale a été un conflit justement entre, d'une part, le nazisme et le fascisme, d'autre part, le communisme, et d'autre part, la démocratie et le libéralisme. C'était trois tendances fondamentales. La motivation intérieure de ce conflit, ce n'était plus du tout la conquête de territoire, même si ça avait tendance à se formuler de cette manière-là, mais ce n'était pas du tout ça. Ce n'était pas le but d'obtenir des richesses. Non. C'était d'imposer une vision, une croyance de ce qui est nécessaire à l'être humain. Chacun des trois camps, finalement, cherchant à imposer son idéal aux autres en disant l'humain, il ne peut fonctionner que par l'autoritarisme. Pas du tout. Que par la démocratie. Absolument pas. Que par un communautarisme. Trois rayons. Rayon 1, rayon 2 et rayon 3. Les trois expressions, donc si vous voulez un petit peu de ces trois rayons, l'autoritarisme avec le rayon 1, la démocratie avec le rayon 2 et le communautarisme avec le rayon 3. Et donc c'est intéressant parce que d'un seul coup, on percevait comment la guerre devenait véritablement l'expression d'un idéal. Et d'une certaine manière, ça peut paraître bizarre, mais ça témoignait de l'avancée de l'humanité. Mais aussi, ça signifiait un conflit beaucoup plus grave que précédemment, parce que ça engageait l'intime conviction de la plupart des participants. Et lorsque le corps émotionnel est engagé par ces idéaux, la haine est grande. Et c'est ce que nous voyons aussi maintenant à travers de vraies guerres de religion qui s'enclenchent donc ces dernières années. Et même si la Grande Guerre a dégénéré sur le plan physique, il s'en est fallu de peu qu'elle demeure simplement sur le plan idéologique. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé après 1945 avec ce qui a été appelé la guerre froide, où cette guerre des trois aspects a continué, mais plus directement avec une guerre physique. Et c'est aussi ce qui continue de se passer d'une certaine manière entre les conceptions différentes de la vie humaine qu'incarnent la Chine, la Russie et l'Occident. En ce moment, nous avons toujours cette guerre froide idéologique où on voit s'affronter trois conceptions différentes de l'humanité. Et aujourd'hui alors ? Aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est relativement nouveau, on progresse toujours. Nous sommes en train de faire nos premiers pas dans les guerres et conflits sur le plan mental concret. En effet, avec l'accroissement de l'éducation scolaire, de plus en plus de gens maintenant cherchent à penser le monde qui les entoure. Il y a une vingtaine d'années, la radio et la télévision donnaient une information relativement uniforme sur le monde. Tout le monde avait la même. Et chacun à sa manière devenait médium de ces médias. Aujourd'hui, les sources sont beaucoup plus diversifiées parce qu'elles viennent d'Internet,
qui met à la disposition de tout le monde une foule d'informations en continu. Il y a encore 20 ans, pour pouvoir avoir toutes ces informations, il fallait acheter des journaux, il fallait acheter des livres, ou bien se rendre dans des bibliothèques. Et seule une minorité de personnes faisaient ces démarches. À présent, ce sont les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'opinion personnelle d'une foule d'individus lambda qui font l'information. Et c'est donc à partir de ces seuls matériaux que beaucoup de gens cherchent à réfléchir donc à la société. Chez ces personnes, naturellement, comme je disais, c'est l'émotionnel qui dirige le mental. Et toutes les informations sont mises sur le même niveau. Il n'y a pas de hiérarchisation entre des articles de spécialistes et de penseurs, ou l'opinion de quiconque, ou les propos délibérément manipulatoires de certains. Tout est mis sur le même niveau, tout a la même valeur. Sont mis également sur le même niveau aussi bien des faits vérifiés par de nombreuses personnes dont on peut remonter aux sources, et des assertions gratuites, des mensonges grossiers, des manipulations que nul ne songe à vérifier et qu'on se contente d'adopter comme vérité parce que ça nous plaît et que toutes ces assertions vont dans le sens de nos opinions. Tout ça, c'est mis sur le même niveau. Chacun peut donc choisir les informations qui lui conviennent émotionnellement et en tirer un raisonnement revendiqué comme vérité. Cette pensée émotionnelle procède d'ailleurs par approximation et par généralisation abusive d'informations partielles et partiales non vérifiées. Comme on peut le voir, c'est vraiment un système de pensée qui va du particulier et qui tente à rejoindre le global puisqu'on en fait une généralisation. Donc du particulier au global. Et qui s'oppose complètement aux vérités de tous ceux qui cherchent à penser au contraire du global vers le particulier, qui est la véritable fonction supérieure de la pensée. Tout cela, ils sont soupçonnés d'appartenir à un grand complot consistant à vouloir maintenir le peuple en dépendance. Et c'est dans ce double mouvement qu'est le cœur du problème. Comment est-ce qu'on pense? De moi, dont je généralise mon cas vers l'ensemble, ou de l'ensemble vers le particulier? Ce processus inquiète de plus en plus et à juste titre. Et il faut savoir qu'il va s'accentuer et dégénérer en conflit entre les idées au sein du mental concret. Progressivement, on n'arrivera plus à démontrer ce qui est vrai ou ce qui est faux, à coup sûr, parce qu'on parviendra à créer des faux plus vrais que vrais. On va avoir de plus en plus des falsifications de textes, des falsifications de sons, d'interviews, d'images, des trucages en tout genre, qui finiront par troubler tout le monde et à ne plus savoir qui est quoi. On dit, mais alors c'est épouvantable, on va vers une espèce de chaos. Peut-être momentanément, mais paradoxalement, de ce conflit va sortir un bien extraordinaire. Parce que ça va aboutir à la nécessité d'un autre mental, du mental abstrait. Comme ce sera de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux à l'extérieur, alors on se dira qu'il faudra aller chercher la vérité à l'intérieur. Et nous y reviendrons justement le mois prochain. Il faut se rendre compte que quand l'émotionnel pilote le mental, il tord la réalité jusqu'à la faire coller à ce qu'il croit. Quand on est vraiment émotionnel, on ne croit pas à ce que l'on voit, on voit ce que l'on croit. Alors, en nous engageant sur la voie de l'âme, nous devons être, nous, des échantillons justement d'un mental qui n'est pas au service de l'émotionnel, au service du personnel, mais au service du bien commun. En étant de cœur, nous nous engageons à ne pas prendre parti pour qui que ce soit, ou quoi que ce soit, car prendre parti sépare, divise, là où nos pensées doivent rassembler. Voilà donc le travail que nous avons à faire pour ce mois-ci, pour clôturer cette saison de préparation aux énergies de printemps. Vision claire sur nos motivations, choix éclairé de ce que nous voulons réellement faire et engagement au quotidien. Alors, empruntons ce chemin qui se découvre à mesure que rayonne l'innocuité et la compréhension aimante. Affirmons sans réticence notre engagement à servir la vie, en donnant sans compter le meilleur qui nous anime, sans attendre de bénéfices et de reconnaissance personnelle. Offrons sans ménagement les qualités fondamentales dont nous pouvons être véritablement les relais, en le décidant, en l'affirmant, en nous y engageant, pour que règne une légèreté nouvelle sur nos existences partagées. C'est tout un programme
de ménage de printemps, de grand ménage de printemps. Et il vient toucher nos sacro-saintes définitions habituelles pour pouvoir les réinventer. Mais en fin de compte, quelle joie d'être et de concourir à cette rédemption pour que demain soit plus aimant qu'hier. Alors, changeons de point de vue en adoptant un grand angle pour observer nos événements et ceux du monde. En se libérant de nos focus particuliers, nous laisserons entrer plus de lumière dans les champs de l'existence. Je vous propose donc une méditation. Nous commençons cette méditation en nous reliant les uns aux autres. À travers le Zoom, on peut très bien s'imaginer se relier au groupe auquel nous appartenons, se relier à tous les méditants du monde, parce qu'il est toujours important de réaliser que la méditation n'est pas affaire personnelle, mais affaire de conscience d'ensemble, parce que l'âme est conscience d'ensemble. C'est ainsi que nous nous préparons en respirant au niveau frontal. Et puis en passant par l'intérieur de la tête, nous remontons vers le sommet de la tête. Et c'est comme si nous déployions un périscope qui traverse la couche de brouillard que représente notre corps émotionnel, notre corps mental affilié à l'émotionnel, pour déboucher comme en montagne en pleine lumière. Dans ce que nous pouvons imaginer être la lumière de l'âme, la clarté de ce que nous sommes fondamentalement. Nous pouvons avoir l'impression d'un saut, d'une bascule, d'un passage dans un autre monde, avec des valeurs tout à fait différentes de celles de la personnalité. Alors nous cherchons à devenir ces valeurs en tant qu'âme. Nous sommes cela. En devenant ces valeurs, notre vision devient tellement plus claire.
Alors parmi les valeurs essentielles que nous vivons, nous allons en choisir une valeur fondamentale que nous allons chercher à incarner, à vivre pendant ce mois du Poisson. Quelle valeur à notre portée choisissons-nous ? Comment voyons-nous cette qualité, cette valeur ? Comment la vivons-nous ? Alors pour ne pas rester à l'extérieur, nous allons nous engager à vivre cette valeur, à vivre cette qualité fondamentale. Et pour cela, il faut vraiment l'affirmer en nous, sentir qu'elle résonne dans tout notre être, depuis l'âme jusqu'à nos différents corps. Nous la faisons résonner d'un bout à l'autre. Nous affirmons avec force cette qualité. Si nous y pensons chaque jour, c'est la puissance de cette affirmation qui repoussera progressivement certains défauts de l'émotionnel, sans que nous en ayons à nous en occuper. C'est la loi de répulsion.
Puis en insistant sur l'expire, nous allons laisser passer cette qualité, cette valeur à travers nous, jusque sur le réseau global, le réseau de l'humanité et de la planète Terre. On ne garde rien pour nous, ça passe à travers nous. Les intermittents à l'œuvre. Et puis nous prenons un petit temps pour intégrer ce que nous venons de vivre, en retenir un mot, une phrase, une intention, de manière à ce que ça ne parte pas tout de suite. Bien, ok.